Voilà, le rapport que j'ai eu à faire pour le gouvernement, j'ai voulu qu'il soit organisé à la fois comme un message d'urgence, comme un message d'espoir et comme un message, je dirais, de volontarisme intelligent. Bon. Message d'urgence, pourquoi? Parce que il m'était demandé de faire un rapport sur la transformation numérique de l'économie française. Et je me suis posé d'abord la question de voir en quoi il y avait quelque chose de neuf, pourquoi il y avait un momentum, pourquoi on parlait de transformation numérique aujourd'hui, alors que la course des technologies d'information, elle a commencé, c'est sur longue période que ça se développe tout ça. J'entendais la table ronde d'avant, peut-être que je ne vais pas remonter jusqu'à l'aube de l'humanité comme tout à l'heure, mais de fait, c'est sur 75 ans, sur 80 ans déjà qu'il y a toute une aventure avec des cycles très différents. Il y a eu le cycle de l'ordinateur des années 30 jusqu'à 1960, il y a eu le cycle de l'informatique de gestion, le cycle de l'informatisation de la société. En fait, il y a un mot nouveau aujourd'hui numérique et qui correspond à une réalité nouvelle, quelque chose de vraiment nouveau et important, qui me semble pouvoir être caractérisé par trois aspects. Primo, une transversalité très grande des changements qui se produit. Il n'y a pas de secteur, vous ne pouvez pas imaginer de secteur, ni l'agriculture, ni le bâtiment, qui échapperait à ce qui se passe aujourd'hui sur le numérique, avec des conséquences majeures que l'on pourra être amené à discuter ensemble, sur l'emploi notamment, avec des études américaines, des études européennes, qui montrent les unes et les autres que dans les 15 ans qui viennent, à peu près un emploi sur deux actuel va être amené à changer très profondément, ce qui pose des tas de problèmes, à la fois de formation, des problèmes de mobilité, des problèmes de définition de ce qu'est l'emploi. Deuxième changement important, c'est un changement dans le jeu des acteurs. Dans toutes les innovations qui s'étaient produites auparavant dans le domaine des technologies d'information, on avait un jeu en cascade, quelque chose qui commençait par des très grandes institutions, des grandes entreprises, des entreprises moyennes, enfin des choses qui retombaient de cette manière-là. Ce qui est apparu aujourd'hui et que l'on saisit avec ces mots qui viennent de l'électronique grand public, le mot numérique en français ou le mot digital en anglais, on parle de digital disruption, c'est les mots qui viennent de l'électronique grand public et qui signifient bien une chose, c'est que c'est les personnes qui font aujourd'hui la course en tête dans ces transformations. Et tout le monde cavale derrière. Tout le monde cavale derrière pour arriver à s'adapter par rapport à des changements qui sont impulsés par les personnes. Ça change tout de même énormément de choses. Et donc le troisième aspect, c'est qu'il y a une modification très profonde pour les entreprises dans la façon de faire, parce que ce n'est pas elles qui sont aux commandes. Elles sont bien sûr plus ou moins proches de l'innovation. Il y en a qui sont extrêmement proches de ce qui se passe de plus mouvant, d'autres qui sont plus à la traîne. Mais globalement, ce n'est pas elles qui impulsent les choses. Parce que non seulement les personnes se sont équipées très massivement des outils nouveaux apparus à la fin des années 2000, les tablettes, les smartphones, etc., qui ne résument pas le numérique, mais qui changent beaucoup de choses. Parce que non seulement les personnes s'équipent, mais c'est elle qui innove. Vous comprenez, ce n'est pas monsieur Blablacar qui invente l'autopartage, ce n'est pas monsieur Airbnb qui invente le partage de logements. C'est des personnes qui inventent un certain nombre de choses, qui inventent des nouvelles façons de communiquer, des nouvelles façons de faire du troc, des nouvelles façons de faire de l'échange. Et les entreprises cavalent derrière pour essayer de codifier ça et de voir comment on crée de la valeur à partir de là. Donc c'est des changements très très importants qui expliquent le fait que quand on étudie les entreprises et leur adaptation à ces évolutions, on doit les étudier de plus en plus selon deux axes. Quel est l'axe qu'elles font en matière d'équipement technologique, proprement dit? Ça, c'est une chose. Et puis par ailleurs, quelle est l'ampleur des programmes de transformation qu'elles mènent? Et derrière cela, on essaie de viser quatre notions, de voir jusqu'à quel point elles remettent en cause leur modèle d'affaires, comment elles remettent en cause leur mode de relation avec les personnes et avec les clients en particulier, comment elles redéfinissent leur process d'innovation pour s'adapter à une culture ouverte, pour arriver à travailler de façon plus souple avec un extérieur qui est extrêmement mouvant et qui participe à l'innovation, et comment elles deviennent plus agiles en réduisant leur nombre de niveaux hiérarchiques et en s'adaptant par rapport à cela. Alors ça, c'est un problème mondial, ce n'est pas un problème français de parler de transformation numérique, c'est un problème mondial de digital disruption, de changement extrêmement important. Et pourquoi ? Parce que pour les entreprises, il y a des défis très importants sur le rôle nouveau des personnes, sur la manière dont il faut valoriser cette ressource nouvelle que sont les données, pour lesquelles tout le monde n'est pas très bien adapté ou très bien équipé. Alors dans le même temps, il y a des entreprises, par exemple, tout à l'heure, Laure Bello parlait des GAFA, des Google, Apple, Facebook, Amazon, qui elles sont extrêmement habiles par rapport à ça. Et tout le monde craint dans tous les secteurs, mondialement,
de voir se développer des stratégies dans lesquelles on a non seulement des nouveaux concurrents, mais on a des acteurs qui viennent s'interfacer entre soi et son marché en offrant des services d'agglomération, d'agrégation de services très fluides, et de telle sorte que les économistes parlent de stratégies de surtraitance, c'est-à-dire des stratégies dans lesquelles les acteurs vont peu à peu utiliser les ressources, les savoir-faire des entreprises existantes comme sous-traitants. C'est-à-dire qu'elles vont continuer de travailler, mais aux conditions de prix, aux conditions de marge qui sont dictées par d'autres. Donc ça, c'est vraiment le paysage de la transformation numérique. Par rapport à ça, un message d'espoir sur lequel je vais être rapide, peut-être un petit peu différent de la tonalité des deux interventions précédentes, parce que, Dieu merci, je suis parti sans a priori, mais j'étais content de voir qu'on n'avait pas à faire une sorte de constat quand on regardait les choses. J'ai travaillé avec plus de 500 personnes dans cette mission. On n'a pas à faire un message trop noir, c'est un message nuancé, qui fait que pour la France, derrière tout ça, il y a plus d'opportunités que de risques. Bon, globalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on regarde différentes scènes, si on regarde la scène si importante dans le numérique, qui sont l'allure à travers laquelle les personnes se saisissent de tout ça, on est plutôt très bien placé. Les Français se sont saisis très rapidement des outils du numérique. Il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de choses qui sont importantes, donc ça va très bien. Les choses sont plus nuancées du côté des entreprises, et si on veut avoir un chiffre, un seul peut-être pour résumer cela, aujourd'hui, il y a 60% des Français, 6 Français sur 10, qui ont déjà acheté au moins une fois sur Internet. Et si on regarde les entreprises françaises, il y a seulement 11% des entreprises françaises qui ont vendu au moins une fois sur Internet. Vous voyez, il y a un décalage assez important entre ce qui se passe chez les personnes et ce qui se passe dans les entreprises. Alors pourquoi? Parce que d'une part, vous avez des petites entreprises qui ont un problème d'équipement technologique, et des grandes entreprises qui ont un problème de transformation. Alors, je reste très rapidement là-dessus. Sur les petites entreprises, bien sûr qu'il y a trop de petites entreprises qui sont pas encore vraiment dans le coup de tout ce qui est le numérique. Ceci étant dit, si on avait le temps de le développer, quand on creuse les choses, il y a beaucoup de très bonnes nouvelles du côté des petites entreprises. Il y a une très bonne nouvelle du côté des startups. Franchement, la France a une génération de startups extrêmement brillante, extrêmement forte, et qui est de nature à être une de ces vagues, comme nous en avons périodiquement, d'innovations qui viennent tirer la croissance française, tirer le développement. C'est très important. Ensuite, même dans des métiers très très simples, très humbles de vente de produits, de prestations de services aux personnes, là où les entreprises nouvelles qui se créent chaque année n'innovaient pas, de plus en plus, on voit des gens qui innovent même dans des métiers en combinant leur métier habituel et du numérique, en essayant finalement de ne pas s'adresser uniquement à la zone de chalandise immédiate qu'il leur faut pour faire vivre leur petite entreprise, mais qui ont des chances de pouvoir croître et se développer. Et ça, c'est super important. Et puis, des bonnes nouvelles aussi, parce qu'en matière d'accompagnement du chef d'entreprise, et ça pour vous, experts comptables, c'est des points auxquels il faut extrêmement réfléchir, il y a de plus en plus d'innovations qui permettent, en matière d'appui sur le numérique, d'avoir des prestations de services B2B extrêmement intéressantes, de très grande qualité, pour aider les entreprises à se développer, pour aider les entreprises à se gérer, à tenir leur comptabilité, à savoir avoir du contrôle de gestion, à savoir faire leurs premiers pas sur Internet, à savoir exporter. Si on a du temps, je vous donnerai des exemples concrets. C'est vraiment extrêmement passionnant de voir que les petites entreprises peuvent être appelées à se développer, et c'est ça, c'est un réservoir formidable de création d'activités, de création de richesses, de création d'emplois pour les années à venir. Et le paradoxe, c'est que finalement, c'est ces deux piliers traditionnels de la croissance française que sont l'État et les administrations et les très grandes entreprises qui ont le plus de mal, en fait, à engager un vrai programme de transformation numérique. Elles ont des difficultés organisationnelles, elles ont des difficultés sociales, parce que assez souvent, ce que je disais tout à l'heure sur le nombre d'emplois qui vont être transformés, ça entraîne des difficultés de dialogue. Mais le plus important, elles ont des difficultés culturelles. Parce que la manière d'aborder les enjeux du numérique n'est pas de la même manière que l'on a abordé d'autres types d'innovation. D'abord parce qu'il ne faut pas qu'on se voit qu'on gère de l'innovation uniquement interne, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut le faire avec l'extérieur, et pour ça développer une culture open, travailler différemment, bien penser qu'il y a autour de soi une intelligence collective que l'on doit pouvoir arriver à mobiliser si on veut être en compétition avec les grands de l'intermédiation électronique et numérique. Pendant mon rapport, dans une des séances de co-construction que j'avais montée, les gens de Blablacar, qui est une des belles startups françaises, étaient venus avec un petit autocollant dont ils m'ont fait cadeau et qu'on avait pu coller sur les murs, dans lequel il y avait marqué leur slogan interne qui est « Done is better than perfect ». Ce qui est fait
C'est mieux que de chercher la perfection. Et vous savez, moi je suis comme tout le monde, ça nous heurte, on a été élevé plutôt pour essayer de développer de la perfection. Mais si on croit qu'il y a de l'intelligence collective, ce qui est le plus important, c'est de mettre vite sur le marché une version zéro de son produit, même s'il est un peu imparfait. Si on a l'humilité et l'écoute d'entendre comment les utilisateurs vont s'emparer de cela, les critiques qu'ils vont faire, pour incorporer cela et faire très rapidement une deuxième version, puis une troisième version, bref, s'enrichir en même temps de l'usage et du travail avec d'autres. Ça, c'est extrêmement important et on voit de plus en plus aujourd'hui des bonnes pratiques avec des grandes entreprises, avec des administrations qui ouvrent leur système. Par exemple, j'avais pris pendant la durée de cette mission un exemple que j'avais mis en avant qui était le monde des musées. Parce que je m'étais dit, on compare quelquefois de façon polémique la France à un musée. Regardons ce qui se passe dans le monde des musées. Dans le monde des musées, il y a une approche traditionnelle du numérique qui est de dire, on va faire une commission. On prend un conservateur en chef, on le nomme dans une commission, on réfléchit pendant 2 ans au numérique, etc. On fait le tour des problèmes, ça n'intéresse personne, il n'en sort rien, ça ne sert à rien. Et puis il y a d'autres approches, comme des amis que j'ai qui ont monté une sorte de dynamique auquel participent 9 musées français, qui s'appelle Muséomix, qui consiste à faire des week-ends avec ce que l'on appelle des hackathons, dans lesquels on convie des gens qui font du design numérique, des gens qui font de la technologie ou autre, et en un week-end, on essaye de repérer quels sont les plus que grâce à des outils numériques, on peut apporter dans l'intelligence avec laquelle les personnes vont comprendre et s'intéresser à ce qu'il y a dans un musée, essayer de le modéliser, de le développer, de le mettre en place en un week-end avec le personnel du musée. Je peux vous assurer que quand c'est fait et bien fait, ça embarque le personnel d'une façon absolument étonnante. Il y a des façons de faire les choses qui sont très porteuses. Et c'était ça un petit peu mon troisième message, c'est que derrière tout ça, il y a un vrai chapitre de volontarisme intelligent. On peut renouveler du politique. Il y a des thèmes très importants à développer que je ne vais pas faire aujourd'hui en matière de concertation entre l'État, les grandes entreprises, les entreprises moyennes, la société civile qui peuvent se développer de façon très importante. Et de ce point de vue-là, en Allemagne, ils font des choses qui sont formidables parce qu'il y a un sommet annuel dans lequel l'État se concerte avec d'autres et on dit qu'est-ce qu'on a décidé il y a 1 an ? Qu'est-ce qu'on a réalisé? Qu'est-ce qu'on va lancer comme nouveau programme? C'est pas mal, c'est très bien fait. Je parle du numérique là, sur ces questions. Ensuite, sur l'Europe, il y a énormément de champs d'activité. Et vous voyez plus généralement, ce qui me semble important de faire, je vais appeler ce rapport, je vais donner comme titre, la nouvelle grammaire du succès. C'est de voir qu'on est aujourd'hui face à des nouvelles conditions de la compétition entre les entreprises, des nouvelles conditions de la compétition entre les nations, où on respecte ces règles du jeu, et notamment cette culture open dont je parle, et à ce moment-là, on peut gagner, ou on ne le respecte pas et on ne peut pas gagner. Mais ce n'est qu'une grammaire. Ça ne veut pas dire que tout l'avenir est écrit. Mais si on respecte ces grammaires, on peut faire une chose vraiment formidable qu'on ne fait pas assez en Europe et en France. C'est qu'aujourd'hui, dans l'étape actuelle de transformation que représente le numérique, on peut, si on respecte bien ces grammaires, tenir les 2 bouts de la chaîne, d'avoir à la fois un principe d'audace et d'utopie et un principe en même temps de réalité, de très grande réalité. Vous voyez, aujourd'hui, quand on voit ce que certains grands patrons californiens arrivent à avoir comme imaginaire, vous parliez d'imaginaire tout à l'heure, quand je vois quelqu'un comme Elon Musk, le patron de Tesla, qui a fait fortune dans un système de paiement électronique et qui dit « je ne connais rien au monde de l'automobile, mais je vais révolutionner le monde de l'automobile en faisant la meilleure automobile du monde ». Et c'est le projet Tesla. Vous avez une capacité d'agréger des écosystèmes, de faire venir des talents, de faire travailler les gens autour d'idées extrêmement précises. Et après cela, il se lance dans la concurrence d'Ariane et avec le projet SpaceX. Ça, des projets de ce genre, on n'en a pas assez dans les entreprises françaises, on n'en a pas assez dans les pouvoirs publics français, et il faut réapprendre, comme sans doute dans tous les grands moments de révolution industrielle, à avoir le sens de l'utopie tout en étant réaliste. Voilà ce que je voulais dire. Merci.